Nous ne sommes pas en démocratie. Nous sommes sous un régime d'exception, dirigé par des militaires. Par conséquent, les membres du CNT ne sont pas là comme des élus du peuple. Ce sont des gens qui ont été nommés par décret présidentiel. Et donc, quand on nomme des gens par décret présidentiel, il paraît plutôt étrange que dans les 2/3, ils désavouent un projet de loi venu de l'exécutif. Ça traduit un message politique. Il faut aller au-delà de l'événementiel pour comprendre que ça traduit un message politique. J'ai parlé de désaveu du gouvernement, mais il pourrait aussi s'agir d'un désaveu du président de la transition, au cas où il ne serait pas avec ceux qui ont voté ces amendements. J'arrive. Okay. Donc si il n'est pas avec eux, la conséquence ne peut être que la dissolution du CNT. S'il est avec ceux qui ont voté ces amendements, c'est-à-dire s'il est avec le CNT, la conséquence ne peut être que la démission du gouvernement. Parce que le gouvernement aura été privé de tous les moyens de changement et de réforme qu'il revendiquait. Et ça va au-delà de tout ça. Pourquoi aujourd'hui serait-il possible de provoquer la démission du gouvernement? Ça me renvoie à ce que je vous disais il y a 15 jours ou il y a une semaine. C'est-à-dire que la CEDEAO a pris des sanctions contre le Mali à la demande de la France. Et je vous ai dit que ces sanctions ne seraient pas levées tant qu'il n'y aurait pas des concessions publiques ou secrètes à la France. Peut-être que la tête du Premier ministre sera sacrifiée sur l'autel de la levée des sanctions de la CEDEAO. Ça, c'est ce que je soupçonne. Déjà, ce qui est apparent, ce qui est clair, on voit qu'il n'y a pas eu de concertation entre le gouvernement et le CNT. Comment est-ce que nous en sommes arrivés là déjà? C'est-à-dire qu'un projet de loi est venu et a été déposé depuis décembre. Tout le monde a été entendu. Il y a bel et bien eu des concertations. Le problème, c'est que le CNT... Le problème est que le CNT a initié 92 amendements. Ça ressemble à du sabotage en règle. C'est du sabotage. Parce que la loi ne reflète plus ce que le gouvernement a voulu. Ce n'est plus l'EJ qui va organiser les élections, mais le ministère de l'administration territoriale. Donc, on a perdu tout ce temps pour rien. D'accord. Voilà. Docteur Traoré, la loi ne reflète plus ce que voulait le gouvernement. Justement, disons-nous, hein, la nouvelle loi maintenant adoptée par le CNT contient, qu'est-ce qu'elle contient en fait de significatif pour nous montrer que la refondation tant attendue est en marche? Bien, j'ai parlé tout à l'heure du dispositif concernant d'abord pour une question d'indépendance et d'appropriation de l'organe unique de gestion, le mode de désignation des collèges. Au-delà de ça, je pense qu'il faut se réjouir déjà les principes cardinaux en matière d'élection qui sont sauvegardés dans ces lois. D'abord que le caractère universel du suffrage est universel, égal et secret. Ça, c'est des principes fondamentaux déjà en matière d'élection qui sont sauvegardés. Au-delà de ça, je pense que le problème au niveau des élections, pourquoi c'est une nouvelle loi électorale d'abord? Il faut se poser la question. C'est parce qu'il y a toujours des problèmes pendant l'organisation des élections. Les problèmes sont liés à quoi? Les problèmes sont d'ordre humain et d'ordre textuel. D'ordre humain, c'est-à-dire que quand, malgré le beau texte que vous mettez en place, si les hommes chargés de l'appliquer ne jouent pas le jeu, jamais vous aurez le résultat escompté. Donc il y a les humains, ça c'est une question de déficit démocratique que la classe politique est interpellée pour y trouver une solution. Donc question de culture démocratique et de culture juridique en matière donc, de respect de l'état des droits, en matière de démocratie. Ça c'est au niveau humain. Maintenant au niveau textuel, il s'est avéré nécessaire, selon la volonté de la classe politique à un moment donné, d'aller vers un organe indépendant de toutes les structures qui sont quelque part inféodées à l'administration pour que les élections soient plus transparentes, indépendantes, comme l'indique justement l'appellation de l'organe unique de gestion des élections. Donc, je pense que cet organe-là, c'est ce qui a focalisé beaucoup de débats
et même voir les tensions pendant les débats, donner l'impression qu'il y a vraiment une cassure aussi entre le gouvernement et le législatif. Moi, je pense que, au-delà de ce que vient de dire Maître, certes, nous sommes un régime d'exception, mais la façon dont les choses se sont passées, c'est démocratique. Et, un texte passe à l'Assemblée, c'est pour être toiletté en quelque sorte, au moins prendre en compte les améliorations dans le texte. Est-ce qu'on peut interroger la démarche par rapport à l'inclusivité, c'est-à-dire l'inclusivité au niveau de l'élaboration du projet de loi par le gouvernement, l'inclusivité au niveau du processus même, en fait, qui va amener à l'adoption de cette loi? Où est-ce que l'impunité et qu'est-ce que je raconte? Où est-ce que l'inclusivité en fait a péché? Non, je pense que l'inclusivité a joué au niveau du gouvernement. Déjà, les rencontres préliminaires, le cadre d'échange avec les partis politiques que le ministère de l'administration territoriale a eu avec la classe politique, avant que le maître a rappelé, avant donc d'arriver à la phase du texte qui a été adopté par le Conseil des ministres, déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, donc après le temps du gouvernement, l'inclusivité, à mon avis, a joué également au niveau du CNT. Ils ont écouté près de 260 personnes et structures, ressources, pour améliorer les textes. Et certaines recommandations issues de ces écoutes-là, qui ont été prises en compte par rapport au texte initial. Quand vous lisez attentivement le texte initial et le texte des amendements qui ont été adoptés, vous sentez bien que vraiment pas mal de préoccupations ont été prises en compte, des préoccupations que l'on entendait dans les débats sur l'espace médiatique, au sein de la classe politique, par rapport à la préparation de cette loi. Je prends un exemple aussi par rapport il peut être une avancée par rapport à ce texte, et d'ailleurs que Maître a qualifié carrément comme étant c'est l'administration qui va organiser les élections. Non, je pense que c'est une partie. Les amendements ont pris en compte des prérogatives qui étaient attribuées à l'EJ, au ministère de l'administration territoriale, notamment par exemple la commission administrative de la révision des listes électorales. C'était prévu que ça devait être géré au niveau donc de l'EJ et ses coordinations. Mais non, on l'a attribué, on a réinstallé l'ancienne commission administrative en quelque sorte, qui va s'occuper de révision des listes électorales. Il était prévu dans le texte initial que la révision des listes électorales, devait se faire une année avant l'année électorale. C'est-à-dire qu'à la veille, on va dire en quelque sorte, une année avant l'année électorale, c'est en ce moment qu'on va réviser les listes électorales. Autrement dit, il faut attendre 4 ans, réviser les listes électorales et partir aux élections pour l'année d'après, parce qu'on a un mandat de 5 ans pour les députés et le président de la République. Mais, dans les amendements, on a sauté cette disposition pour ramener la révision à l'ancien dispositif, c'est-à-dire la révision annuelle désormais des listes électorales. Il y a pas mal de dispositions, notamment en ce qui concerne aussi le fait de faire participer les partis politiques dans le collège de l'EJ. Ce n'était pas prévu dans le texte initial. Mais je pense que c'est un dispositif qui permet justement de jouer l'inclusivité, faire participer les partis politiques. Il était de bon ton quand on parle de l'organisation des élections, que les représentants des partis politiques aussi, même si on ne va pas les mettre au cœur du dispositif, mais au moins c'est qu'ils aient un œil sur ce qui se passe. C'est ce qui a été mis dans le dispositif, avec la participation des partis politiques et des associations au niveau, au niveau du collège de l'EJ. Donc moi je pense que certes, il n'y a pas eu un esprit de corps pendant les débats au niveau de l'Assemblée nationale par rapport au vote de cette loi, mais je pense qu'il y a eu un esprit d'équipe au niveau de la transition. Il y a un esprit d'équipe au niveau de la transition. J'en ai pour preuve un texte qui a été autant, on va dire, entre guillemets, toiletté, a été adopté à 115 voix. Majorité écrasante des députés et des députés. Donc, ça prouve quoi? Ça prouve que vous déposez un texte sur notre bureau, c'est bien, mais on va l'amender, l'adapter en fonction des choses, en fonction des propositions des uns et des autres pour jouer à les jeux de l'inclusivité avant que ça ne soit adopté à la majorité. Et je pense que le fait que ça soit adopté à la majorité écrasante des 115 voix, je pense que ça est un signal pour dire que
certes, il y a une tension, il y a eu des tensions pendant les débats, mais il y a l'esprit de responsabilité qui doit jouer pour faire en sorte que cette transition n'échoue pas sur des questions d'ordre politique ou autre. D'accord. Alors, monsieur Diop, alors la nouvelle loi, c'est aussi pour éviter des contestations post-électorales. Est-ce qu'elle nous garantit qu'on ne va plus connaître ces contestations post-électorales comme celles de 2018 et de 2020? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'elle peut nous garantir cela. Il a parlé tantôt des hommes et des textes. Mais les hommes, qu'est-ce qui fait qu'ils deviennent droits? Mais il faut lutter contre l'impunité. Celui qui commet une faute par rapport à l'organisation des élections, qu'il en assume les conséquences. Cette autorité, en tout cas l'esprit est... Mais on a connu par le passé la CENI, et pratiquement ce sont les mêmes rôles. Ou bien, ce sont les mêmes rôles, la gestion et l'organisation. La supervision. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est retourné finalement à l'administration? Et moi, je me dis que quelque part, est-ce qu'on n'est pas en train de faire un mauvais procès à l'administration? Parce qu'il a parlé tout de suite d'un élément très important. Le cadre d'échange avec les partis politiques. Mais même si c'est l'administration qui organise les élections, mais dans les bureaux de vote, pratiquement dans tout le processus électoral, mais vous voyez des représentants de partis politiques qui donnent aussi leur opinion. Et très souvent, c'est même pris en compte. Ils signent même les PV. Donc tout ça pour vous montrer que, quelque part, on est en train de faire un mauvais procès à l'administration. Moi, je crois que ces organes, c'est très bien, mais qui se gardent un peu de la gestion. Parce que ce n'est pas une question qui est très facile. Vous allez mettre en place un organe, mais les personnes qui seront là-bas, elles seront nommées. Elles seront nommées. Ils n'ont pas de mandat. Donc si, par exemple, ces personnes avaient un mandat, là on pouvait se dire que on pouvait écarter cette histoire de sensibilité haute. Mais tant que ce sont des gens qu'on va nommer et qu'on peut aussi enlever à tout moment, ça veut dire que quelque part, on ne peut rien garantir du tout. D'accord. Surtout si c'est pour éviter les crises post-électorales. L'administration a fait son travail, même par le passé. Certainement qu'il y a eu des couacs. Mais on peut voir où est-ce que ça a péché pour essayer de corriger. Mais tout de suite, faire table rase de ce qui s'est passé et dire qu'on repart à zéro, on va encore retomber dans les mêmes travers qui ont conduit à faire en sorte que la CENI n'ait qu'un rôle d'observateur. Quand même, il faut qu'on puisse voir ce qui n'a pas... tirer les leçons, tirer les conséquences de certaines pratiques. Moi, je pense que c'est comme ça que nous pouvons éviter des crises post-électorales. D'accord. M. Makaloué, est-ce que nous avons vu 92 amendements au niveau du CNT? On peut parler de grands écarts déjà entre le projet initial et le projet adopté? Plus que ça, bonsoir à tous. Pour un petit rappel, lorsque le président Ibeka a été renversé, le gouvernement qui a été mis en place avait dit qu'il n'y aurait pas de réforme électorale et qu'on allait continuer avec le même système qui en réalité avait plongé le Mali dans la crise. Le même système électoral fondé sur une organisation des élections par l'administration territoriale. Et quand le gouvernement de Mokhtar Ouane a quitté et qu'il y a eu rectification de la transition à partir de mai 2021, le nouveau Premier ministre Choguel Maïga, fort de tout ce que le M5 réclamait en termes de préparation des élections, a imposé le schéma d'un organe unique des élections. C'est sur cette base qu'un projet de loi est passé par le gouvernement avec l'assentiment bien sûr du président de la transition sous l'ordre les ordres duquel le gouvernement travaille pour être déposé au CNT. Mais il ressort du vote
de vendredi, je crois. Ouais, vendredi. Voilà, il ressort du vote que 92 amendements ont été apportés au projet de loi par les membres du CNT et au final, la loi a été retournée sur la tête. Au lieu que ce soit l'organe unique des élections qui soit chargé de l'organisation des élections, c'est désormais le ministère de l'administration territoriale qui sera chargé d'organiser les élections. C'est clairement écrit, organisation technique et matérielle des élections, alors que l'EJ, c'est-à-dire l'organe unique chargé des élections, va se contenter d'un rôle de supersénie, c'est-à-dire d'un rôle de supervision du ministère des élections, et donc il va jouer un rôle d'appoint au ministère de l'administration territoriale. Pourquoi les députés ont-ils voté de tels amendements dans lesquels le gouvernement dit ne même pas se reconnaître? Ils l'ont voté de manière parfaitement massive. Sur 130 membres du CNT, près de 125 ont voté. Donc, 118 en tout. Voilà, donc une majorité écrasante. Une majorité écrasante de membres du CNT ont voté. Donc moi je me pose la question suivante. Est-ce que ce vote, bien sûr ça marque un désaveu pour le gouvernement et le Premier ministre, mais est-ce que ce vote a été organisé, oui ou non, avec l'accord du président de la transition? C'est à cette question que moi je cherche une réponse. La réponse viendra lorsque le président de la transition va décider de promulguer la loi qui a été votée. Si cette loi est promulguée en l'état, ça veut dire que le président de la transition est d'accord avec le vote des députés, et alors la conséquence sera forcément une démission du gouvernement. D'accord. Et si le président de la transition refuse de promulguer cette loi, dans ce cas, ça veut dire qu'il a décidé d'affronter le CNT, et ce sera facile pour lui non seulement de renvoyer la loi pour une seconde lecture, mais également de dissoudre le CNT purement et simplement. D'accord. Alors, docteur Traoré, quand nous suivons Maître Konaré, ça veut dire qu'au niveau de la promulgation ou non de cette loi, il y a de grandes décisions auxquelles nous devrons nous attendre. Bon, honnêtement,